Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Oui, pour parler de la genèse de cette réflexion et de ce que j'ai intitulé le leadership pile et face, ça tient à un parcours personnel et à une interrogation que j'ai eue depuis tout petit sur la relation de pouvoir. La relation de pouvoir, je l'ai interrogée vis-à-vis de mes parents. L'autorité était assez directe. Éducation des années 60-70, relation de pouvoir, donc on n'avait pas beaucoup le droit à la parole. Et c'était très frustrant. La relation de pouvoir à l'école, instituteur, professeur, là il y a un statut qu'il faut respecter. Il y avait surtout un savoir qui imposait cette légitimité et qui faisait qu'elle était peu contestée. Les seuls profs qui étaient contestés étaient ceux qui n'étaient pas très bons dans le savoir. Mais généralement, le savoir posait les choses. Et puis dans l'entreprise, c'est pareil, les managers, le statut d'une part, et puis une relation d'autorité, parfois tirée du savoir, et c'est les bons cas de figure. On a la chance parfois de rencontrer des gens, on se dit super, j'aimerais bien être comme lui. Et malheureusement, parfois, des relations d'autorité qui n'avaient que l'autorité pour exister. Et donc des types de managers comme on en connaît aujourd'hui, et on parle de narcissiques, de dérives narcissiques du moi, donc des gens qui s'accrochent au pouvoir. Et ça, c'était la mauvaise partie. Deuxièmement, un parcours personnel qui m'a permis de me découvrir et de découvrir la dynamique des groupes aussi, qui est parti de l'expérience à Centrale Lille de l'animation non directive des groupes. J'ai rejoint un groupe d'animateurs et j'ai pu animer 350 heures de séminaires en entreprise, en école, autour de la dynamique des groupes de l'analyse transactionnelle. Un parcours pendant mon service militaire à l'université de psychologie de Tours, où le spécialiste local Raymond Chapuis était un expert de la relation d'autorité dans les groupes et pratiquait également l'animation non directive des groupes. Un rôle de responsable de la formation au niveau européen chez Sun Microsystems qui m'a permis là de prendre un bagage de modèles plutôt métier autour de la vente, de la négociation, de la conduite de réunion, de la gestion du temps, ce qui n'était pas inutile. Et puis un développement personnel fait d'une analyse jungienne qui a duré 15 ans. Il y avait du travail, avec 2 psychanalystes différents sur Avignon et sur Lyon, mais qui était un voyage formidable. Ajouter à ça 20 ans de pratique managériale qui m'ont permis d'expérimenter dans les faits les choses. Beaucoup de lectures autour de la psychologie comportementale, des diverses écoles de PNL, d'Assertiveness, d'école ericksonienne, de l'école de Palo Alto. Et puis la chance d'avoir rencontré une femme qui est dans le sport de haut niveau et qui a pratiqué comme entraîneur national de natation synchronisée pendant 20 ans, la relation entraîneur-entraîné, dont on peut tirer beaucoup d'enseignements pour le monde de l'entreprise. Tout ce parcours, ce développement personnel, cette quête de moi-même, parce que c'était avant tout une quête de moi-même, m'a permis de découvrir le monde d'entreprise avec des yeux peut-être différents, la plupart des gens. Et j'ai vu, quand j'ai regardé l'entreprise, 3 choses qui m'ont choqué. La première, c'est qu'on y opposait de façon très forte 2 notions que moi je cherche à réconcilier, à savoir le leader et le manager. On mettait d'un côté les gens qui avaient du leadership, qui étaient inspirants, qui avaient la capacité à avoir une vision, à avoir une passion et à entraîner avec eux les gens, mais à qui il ne fallait pas demander les détails. Et puis de l'autre côté, des managers que l'on limitait à un rôle très besogneux, laborieux, d'édifier des plans d'action, de les suivre, de faire, de mesurer, de faire des reviews annuelles, mais qui n'étaient pas des gens qui avaient beaucoup d'envergure. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel je m'érige, même s'il y a quelques exemples célèbres de purs leaders, comme Steve Jobs. Je pense que dans les entreprises intermédiaires, il faut au moins les 2. Il faut être capable d'inspirer et il faut aussi être capable d'organiser. J'ai vu des managers de divers styles, mais j'ai souvent vu des managers défaillants. Sur le triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être, sans parler du savoir sur lequel les gens sont généralement bien formés, ils sont souvent défaillants sur le savoir-faire. Ils n'ont pas les outils du management, ils n'ont pas la capacité à mener des analyses, des synthèses, à organiser le travail d'équipe, à suivre les plans d'action.
ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas de modèle, ils ne sont pas à l'aise avec les processus, ils ne sont pas à l'aise avec l'animation d'équipe. Mais je vois des gens encore plus handicapés sur le plan du savoir-être. Donc des managers qui n'ont aucun sens de l'humain, des managers qui n'ont aucune empathie, des managers qui n'ont aucune capacité à convaincre, à embarquer avec eux, parce qu'il ne suffit pas de le faire quand on est leader, mais il faut le faire aussi quand on est manager, à comprendre les gens, et puis surtout à les mettre en position de responsabilité, à leur faire confiance, à leur donner les possibilités de suivre leur propre chemin. Et ça, c'est un grand constat. Je trouve que beaucoup de managers sont des managers défaillants, soit incomplets, soit au pire incompétents. J'ai heureusement rencontré des gens formidables. Troisième chose, j'ai vu aussi des entreprises mal organisées, des entreprises qui étaient trop centralisées et qui tuaient l'initiative, des entreprises qui étaient trop conformistes et qui tuaient la créativité, des entreprises qui ne laissaient pas leur chance aux gens où il fallait suivre un certain modèle, des entreprises en silo, où on ne communiquait pas d'un point à l'autre. Et donc ces entreprises malades, au lieu de créer de la valeur, au lieu que l'information circule, au lieu que l'énergie circule, on est sur des guerres de territoire, des petites guerres de département, des guerres de pouvoir, qui tuent complètement la performance de l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises ont finalement une performance très inférieure à ce qu'elle pourrait être si on faisait confiance aux gens, si on libérait les énergies, comme on dit, et si les gens apprenaient à collaborer ensemble dans le respect de l'autre. J'ai eu aussi, et heureusement, des choses très inspirantes, notamment quand j'ai travaillé aux États-Unis. J'ai rencontré des gens d'une humilité et d'une compétence exceptionnelle, et puis des modes d'organisation d'entreprise dans une start-up en Californie, où c'était, avant l'heure, 2007, l'entreprise ouverte dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire des organigrammes extrêmement plats, le droit à la parole pour tout le monde, et puis des concepts que j'ai fait totalement miens, et sur lesquels on a mis des mots, le fait de faire confiance aux gens, mais pour de vrai, faire confiance au sens de prendre le risque de faire confiance à quelqu'un et qui se trompe, le fait de donner la responsabilité, de mettre quelqu'un en responsabilité, mais pour de vrai, sans le micromanager derrière, le fait de demander aux gens de se committer, de prendre des engagements, et surtout le fait de les respecter derrière, et d'exiger que les autres me fassent respecter les engagements que j'ai pris. Le CEO de cette boîte se traitait comme les autres, il était exemplaire. Donc c'était non seulement des gens qui étaient excellents sur le plan de la performance dans leur métier, mais qui en plus sur le plan humain étaient des sources d'inspiration exemplaires. Donc cette démarche personnelle, ce questionnement sur le pouvoir et cette expérience de l'entreprise et du management en entreprise, des constats que j'ai pu faire, m'ont amené, après 30 ans d'expérience, à vouloir conceptualiser mes pratiques et les bonnes pratiques que j'ai pu voir. Ça se base sur une croyance. La croyance, c'est que des individus épanouis, des individus congruents, c'est-à-dire qui pensent, qui ressentent, qui disent et qui font des choses qui sont cohérentes entre elles, au sein d'entreprises harmonieuses, au sens d'un orchestre, sont non seulement des lieux de bien-être qui font que le monde est meilleur, mais sont surtout, en termes de performance, supérieurs aux autres. Pourquoi le leadership pile et face? Parce que je considère que ce qu'on oppose, le leadership et le management, sont en fait les deux faces d'une même pièce de monnaie. Et moi, je cherche à les réconcilier et à les intégrer et à prendre aussi en compte leur épaisseur. Et je vais vous décrire ces trois faces. La face pile, c'est la face managériale, c'est la face objective, concrète, factuelle, business, orientée résultat, process, plan d'action, suivi, empowerment, délégation. C'est ce monde froid, tourné vers l'excellence et vers la performance, qui ne donne pas beaucoup de place à l'humain, quoique. Le côté face de la pièce, c'est le côté qui donne sa place à l'humain, dans toute sa fragilité, dans toute sa complexité. C'est celle qui accepte l'humain tel qu'il est, qui le respecte, à la fois aussi dans ses failles, dans le droit à l'erreur, dans ses émotions dont on parle peu en entreprise et auxquelles on fait peu de place. C'est aussi le côté inspirant, c'est le côté qui met en perspective, qui met en vision, qui apporte de l'optimisme, de la passion, qui donne envie aux gens de se lever le matin et de ne pas partir le soir, qui donne envie aux équipes de se fédérer, de dépasser leur propre intérêt pour l'intérêt de l'équipe. Et ce côté face, c'est cette capacité à faire face aux échéances, faire face
aux difficultés avec courage, avec enthousiasme, avec énergie, encore une fois, en mettant le collectif au-dessus de l'intérêt personnel. Et l'épaisseur de la pièce qui les relie, qui n'exclut pas l'une et l'autre, mais qui au contraire nourrit l'une de l'autre, c'est le coaching. C'est une posture, je dis coaching parce que c'est très proche du coach officiel dont on parle aujourd'hui, une posture d'écoute active où on s'oublie, où on essaye d'être neutre sur le fond pour être garant de la forme et faire en sorte que les gens s'expriment, les gens gagnent en autonomie, les gens soient capables de collaborer sur des formes qui produisent de la valeur. Donc le leadership pile et face. Pourquoi ? Parce que je suis parti d'une analogie, d'une pièce de monnaie que l'on fait tourner comme ça en lui donnant une pichenette sur une table et qui décrit une trajectoire. Et cette pièce de monnaie qui était plate et un petit peu tristounette, elle devient une sphère qui tourne sur elle-même à grande vitesse à cause de la persistance de l'impression rétinienne. Et on n'arrive plus à distinguer la face pile de la face face. Elle devient quelque chose, elle gagne une dimension. Et le leadership pile et face, ça cherche à faire en sorte qu'une équipe gérée avec les bonnes pratiques, avec les bonnes méthodes, avec les bonnes postures, de management dans l'exigence et la rigueur, d'inspiration, de fédération dans le leadership et d'écoute, de développement des individus, de bienveillance sans concession en termes de coaching, et bien cette pièce de monnaie, elle gagne en énergie au fur et à mesure que l'équipe gagne, que l'équipe va de succès en succès, elle se nourrit d'elle-même, elle ne retombe jamais sur la table qui va cacher une face et qui va rendre son épaisseur inutile.